L'hypersensibilité, on dit souvent, c'est à la fois un fardeau et un cadeau. Mais c'est un petit peu comme tout outil qu'on nous met entre les mains. J'emploie souvent cette analogie. On peut nous mettre un couteau entre les mains. Ce couteau peut servir à sculpter quelque chose, à graver, à couper de la nourriture pour manger ou carrément à tuer quelqu'un. Donc en fait, ce n'est jamais l'outil, à mon sens, qui est euh, mauvais ou bon, c'est vraiment ce qu'on va en faire. Et bien pour cette hypersensibilité, c'est la même chose. Ce qui est certain, c'est que quand on est hypersensible, euh, je crois qu'on a encore moins le choix que quelqu'un qui n'est pas hypersensible d'aller à la découverte et de rentrer dans la profondeur de notre être. C'est-à-dire que un être hypersensible est amené, quoi qu'il en soit, à apprendre à se connaître dans ses particularités, justement parce qu'il ne se retrouve pas dans le monde dans lequel il est, parce que les hypersensibles sont quand même en minorité, hein. Il y en a beaucoup, mais c'est un public qui est quand même malgré tout en minorité. C'est moins de 10% de la population. C'est entre, alors selon les chiffres hein, et selon les trois typologies que j'ai nommées, on va être entre 4 et 8% de la population. Mais effectivement, quand on est hypersensible, eh bien, apprendre à se connaître dans ses particularités, c'est primordial. Parce que le mode d'emploi sociétal ou culturel ne va pas être adapté exactement à qui nous sommes. Voilà. Euh, donc, être hypersensible, euh, c'est pas nécessairement confortable. Ça, je vous l'accorde, parce que on va être, ça va vous parler, hein, très probablement, si vous vous retrouvez dans ce public, on va se sentir parfois brinque-ballé à gauche, puis brinque-ballé à droite, puis en avant, puis en arrière, puis en haut, puis en bas. Et du coup, c'est à la fois très difficile de se trouver quand ça bouge tout le temps à l'intérieur de soi, et en même temps, si on a la capacité, petit à petit, de venir s'installer dans son axe, j'utiliserai l'analogie là à l'instant T qui m'est envoyée du bateau. Soit je suis la coque du bateau, et dans ce cas-là, effectivement, ça remue énormément. Soit je me place dans mon axe, c'est-à-dire le mât du bateau. Et dans ce cas-là, effectivement, le bateau continue à bouger dans tous les sens, selon la mer. Si c'est une mer d'huile, c'est pas la même chose. Mais s'il y a des tempêtes, s'il y a, voilà, quand on voyage dans le vivant, dans la vie, bien sûr que le bateau va bouger, bien sûr que la coque peut grincer, bien sûr que par moments, il peut y avoir, voilà, des aléas, mais logiquement, nous avons cette capacité, en cheminant à l'intérieur de nous-mêmes, en apprenant à nous connaître, en petit à petit créant une connexion à nous-mêmes, nous avons la capacité, me semble-t-il, de basculer vraiment dans ce mât, c'est-à-dire dans une forme de verticalité qui va nous permettre à la fois d'être dans des perceptions, on va pouvoir peut-être avoir une vision un peu plus large si on monte dans ce mât. Les navigateurs, en fait, aller en haut du mât pour voir au loin et naviguer correctement, eh bien, on va avoir un petit peu plus cette capacité-là. Et c'est justement une des pistes majeures, en fait, hein, du mieux vivre et du comment s'épanouir quand on a ces traits singuliers de l'hypersensibilité, c'est de pouvoir entrer dans cette profondeur dans notre existence, entrer en relation à nous-mêmes vraiment profondément, pouvoir petit à petit aussi gagner en présence à nous-mêmes, parce que si j'entre à l'intérieur de moi, il va y avoir un petit sas entre le monde extérieur, ma porosité et réellement mon espace intérieur. Et à partir de ce moment-là, effectivement, je vais pouvoir euh, non pas ne plus être sensible, mais capter avec une fraction peut-être de seconde à l'avance, ou voilà, capter euh, le jeu qui se joue en fait d'une cause extérieure, d'un stimuli extérieur à ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Et du coup, je vais effectivement pouvoir, dans ce cas-là, hem, cultiver un état d'être qui va être vraiment mon décorum intérieur, mon climat intérieur et qui peut être différent de ce qui se passe dans le monde dans lequel j'habite, mais qui est le monde extérieur. Je vais reprendre une phrase qui est une phrase soufie. Donc, les soufis sont des spirituels orientaux qui existent depuis la nuit des temps, hein. Les derviches tourneurs font partie des soufis. Les soufis disent je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alors c'est une manière un petit peu clin d'œil de dire que oui, je suis bel et bien dans ce monde et je n'ai pas à rejeter le monde dans lequel je suis, puisqu'en plus, j'ai décidé de m'y incarner. Mais au-delà de ça, je suis vraiment à l'intérieur de moi-même et depuis cet intérieur-là, je vis dans ce monde. C'est pas du tout la même chose que d'être collé, si je puis dire, au monde extérieur, c'est-à-dire d'être dilué dans le monde extérieur. Donc ça, c'est vraiment très, très important de percevoir que OK, il y a une part de nous qui oscille, qui va de gauche à droite, en haut, en bas, enfin voilà, qui fait vraiment, qui se prend des jets en fait, d'informations, de réactions même physiques, hormonales, et cetera, dans les émotions, et cetera. Mais l'optique là, ça serait, d'apprendre à devenir un peu le roseau de cette fameuse fable qu'on connaît tous, qu'on a appris quand on était enfant, la fable du chêne et du roseau, de La Fontaine. Le roseau, lui, ce qui lui permet en fait de, quelque part, garder cette puissance, d'être puissant tout en étant oscillant, c'est-à-dire dans la vie, dans le jeu du vivant, hein, d'être bougé par les vents, par voilà, tout ce qui est autour de lui, ce qui lui permet en fait d'être réellement résilient, j'ai envie de dire, et de pouvoir s'adapter, c'est qu'en fait, il est ancré. Il est ancré, le pied dans la vase. Eh bien, quand on est hypersensible, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les défis, mais nous avons souvent un gros travail à faire sur l'ancrage. Donc l'ancrage dans son corps physique, l'ancrage parce que souvent il y a une hyperactivité cérébrale, notamment chez les hauts potentiels, et que du coup, on va avoir tendance à être éthéré, à être un peu stratosphérique. On retrouve beaucoup de gens qui sont tête en l'air, comme on dit, ou dans la lune, voilà, chez ce type de public. Bon, ça amène parfois de franches rigolades, hein, mais parce que voilà, il peut y avoir des petites catastrophes du quotidien, mais pas bien méchantes. Mais par contre, voilà, le gros du truc, ça va être vraiment d'apprendre à s'ancrer en fait dans cet espace-temps terrestre dans lequel nous sommes, d'apprendre à venir se connecter à notre corps, d'apprendre à venir comment dirais-je, se connecter à ses sensations, mais aussi du coup à ses besoins, d'apprendre à être à l'écoute de soi-même. Ça fait partie des pistes réellement pour mieux vivre et s'épanouir dans ces traits de l'hypersensibilité. Et on va retrouver aussi le fait de mettre en place la magie des bonnes habitudes, c'est-à-dire une certaine hygiène de vie qui n'exclut pas la fantaisie, qui n'exclut pas le fait d'être dans les plaisirs de la vie, bien au contraire même, parce que souvent quand on est hypersensible, soit puisqu'on est dans le monde des extrêmes, hein, soit on va être dans des addictions pour se couper de sa sensibilité et éteindre tous les voyants qui sont sur le tableau de bord, soit on va avoir des difficultés à être dans le plaisir au sens large du terme, parce que l'hypersensible, il est too much. Il va dans un sens ou dans l'autre. Et puis, étant relativement peu connecté
à sa dimension terrestre, sa dimension d'ancrage, eh bien l'hypersensible, souvent effectivement, ne va pas beaucoup s'accorder de plaisir, à part s'il a déjà intégré cette prise de conscience, à part s'il a déjà fait un travail intérieur. Donc ça nous permet aussi de savoir à peu près où on en est de ce travail intérieur. Quand on voit qu'on a une vie où on sait accueillir le plaisir, la joie en fait de jouir en fait de son quotidien, quoi. Voilà. Donc, chez les hypersensibles, un autre point qui me vient, il y a un besoin de solitude. Il y a un besoin de reset régulier. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, les hypersensibles sont plugués à plein d'endroits, en fait. On pourrait presque le voir avec les 7 chakras principaux, et c'est comme si les hypersensibles étaient plugués à tout un tas de choses, donc connectés à tout un tas de choses à l'extérieur. Et il y a une tendance chez l'hypersensible, justement, à se saturer. C'est-à-dire cette fatigabilité qui est plus grande dont on parlait en début de webinaire, mais aussi le fait d'être bombardé d'informations, qu'elles soient des plus basiques aux strates les plus subtiles. Mais c'est des informations qui peuvent être positives et ou négatives. Donc, il va y avoir une tendance dans ce profil d'hypersensibilité, dans ces profils, à se saturer très facilement, très rapidement. Et comme ce sont des personnes qui sont en général très peu à l'écoute d'elles-mêmes, elles vont continuer, 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 soit ce qu'elles faisaient, soit à être dans la même posture ou à être en contact avec toutes ces informations-là. Et du coup, ça les amène à se fatiguer déjà beaucoup plus vite que la norme, mais aussi à aller jusqu'à de l'épuisement, et ça peut arriver très 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 tôt. On peut retrouver des hypersensibles qui soient au potentiel ou non, très jeunes, à la vingtaine, et même pas à 15, 16 ans, 10 ans, qui sont déjà presque en situation de burn-out. C'est hallucinant parce que en fait, ça va très très vite chez l'hypersensible. Et donc, moi, pour ma part, en fait, hein, dans ma propre hypersensibilité, c'est ce burn-out que j'ai fait dans les années 2003 ou 2005, j'ai plus les dates, je suis très nulle dans les dates, qui a été vraiment la sonnette d'alarme. Mais on va retrouver voilà, beaucoup chez les hypersensibles cette capacité enfin capacité si je puis dire, hein, à se fatiguer, à s'épuiser, voire à aller jusqu'au burn-out. Alors, ça demande évidemment en tant que parent, quoi qu'il en soit, c'est hyper challengeant parce qu'on est déjà hypersensible soi-même et qu'en plus, notre enfant va être une caisse de résonance supplémentaire à l'hypersensibilité. Sachant que notre enfant, bien sûr, on y est connecté, il y a un affect très fort et en plus, on a envie du meilleur pour ses enfants. Ça, je le conçois à 100%. Donc, c'est challengeant. Première des choses, le parent ou les parents vont avoir vraiment besoin d'apprendre à cheminer en profondeur vers eux-mêmes, de ne plus être quelque part dans la peur de cette sensibilité vraiment accrue, d'apprendre à se connecter à ses émotions et à en faire des amis plutôt que des ennemis ou de l'inconfort permanent. Ça demande déjà aux parents de faire ce chemin-là. C'est un peu comme un manager dans une entreprise. Il ne peut pas transmettre la bonne information à son équipe, donc aux enfants, si lui-même il n'est pas congruent là-dedans. On a le droit d'être en chemin, on a le droit de pas, voilà, on est toujours perfectible, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour autant, une des bases, ça va être vraiment d'apprendre à se connecter à ses émotions plutôt que d'apprendre à les maîtriser. Une émotion, c'est un petit peu comme un robinet qui est en goutte à goutte en haut d'une montagne.
Si j'écoute l'émotion quand elle est en goutte à goutte, c'est-à-dire quand il y a quelques gouttes qui tombent, no problème. Je vais avoir cette capacité à justement accueillir l'émotion. Donc, elle va pouvoir s'évacuer au niveau du corps physique, hein, puisqu'une émotion, elle est chevillée au corps. Je ne parle pas du sentiment. Là aussi, bon, voilà, il y a des choses à savoir. C'est que les sentiments sont cérébraux. C'est pour ça qu'il y a le MENT de mental, alors que les émotions sont physiques. Une émotion, c'est une décharge hormonale. Donc, c'est de la chimie dans le corps. Et c'est une décharge qui se fait et qui dure entre 30 secondes et maximum 2 minutes dans le corps, sauf si c'est récupéré par le mental et que le mental raconte une histoire ou quelque chose qui va redéclencher une émotion dans le corps. Voilà. C'est un peu la même image que l'évaporation des eaux sur la planète, de l'eau, des océans sur la planète, qui monte dans les nuages, qui vient gorger les nuages et qui retombe en pluie. Donc, soit on a cette capacité et on chemine avec un professionnel ou par soi-même. C'est plus facile avec un professionnel, évidemment. Mais soit on chemine soi-même en tant que parent pour vraiment apprendre à se connecter à ses émotions et à en faire une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, tiens, il y a telle émotion qui me traverse, il en existe 5, pas plus. Il existe des milliers de sentiments, autant que de mots qu'il existe pour les nommer, mais il n'existe que 5 émotions primaires. C'est, si vous avez des enfants, le dessin animé Vice Versa, il est génial là-dessus. Il explique bien, il expose bien les 5 émotions. Joie, tristesse, colère, dégoût et peur. Il y en a 5. Et quand on a un enfant, une fois qu'on a aussi cheminé sur soi-même, l'enfant de toute manière nous pousse à... Les enfants sont les parents de leurs propres parents, c'est-à-dire qu'ils nous poussent à grandir encore plus loin sans en avoir conscience. Eh bien, on va pouvoir accompagner notre enfant avec un peu plus de sérénité, c'est-à-dire lui permettre d'accueillir ses émotions plutôt que de chercher à les maîtriser, les renfermer, les retenir. Le fameux arrête de pleurer qu'on pouvait dire à une époque aux petits garçons, arrête de pleurer si tu veux être un homme plus tard, ou ces phrases complètement délétères, ou voilà, ou tout va bien, arrête de pleurer. Non, en réalité, s'il y a un pleur, ben, on va aller écouter ce pleur. Ok, tu pleures, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as besoin d'exprimer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi qui fait que ça pleure? Que ton corps, là, il est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il y a de la peur? Qu'est-ce qu'elle t'indique, cette émotion? Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Toute émotion véhicule une information subtile qu'on peut apprendre hein, en tant que parent et qu'on va pouvoir retransmettre ensuite à son enfant. Chaque émotion est une pépite parce que émotion, ça veut dire motion, moteur. Une émotion va être un moteur et un petit bagage énergétique qui va nous permettre en fait de cheminer et de pouvoir rectifier nos directions. La joie étant l'expression d'un parfait alignement entre ce qui se passe à l'intérieur et la direction que j'ai prise. Donc autant vous dire que la joie, elle n'est pas très souvent là. Donc ça veut bien dire qu'on a des choses à ajuster. Voilà.